De l'indigo, de la gode, de la cochenille ou du kermès. Ces substances naturelles, végétales ou animales, ont été fixées sur ces fils de laine et de soie il y a des centaines d'années pour leur donner une couleur. Tous ces fils ont été tissés pendant des milliers d'heures de travail minutieux en une tapisserie monumentale de 7 mètres de long. Elle est conservée à la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Une tapisserie, elle souffre d'un inconvénient majeur, comme la plupart des œuvres d'art, c'est son exposition à la lumière, puisque la lumière détériore les couleurs. Je suis Pascal Bertrand, professeur d'histoire de l'art à l'Université Bordeaux-Montaigne, et je travaille plus spécialement sur les tapisseries. Cette dégradation, elle peut aussi provenir de la qualité moins bonne des teintures utilisées lors de la fabrication. Au XVIIIe siècle, cette pièce décorait les murs d'un château en Pologne. Aujourd'hui, 6 millions de fils teintés vont raconter à une équipe de scientifiques l'histoire oubliée de leur fabrication. On essaie en fait d'identifier les colorants qui ont été employés, donc essayer de retrouver les matériaux employés, les techniques utilisées au XVIIIe siècle par les teinturiers. Moi je suis Aurélie Mounier, je suis ingénieure de recherche au CNRS. Je travaille principalement sur l'analyse des pigments anciens, des colorants et matières colorantes, et je développe des méthodes portables non invasives là, depuis quelques années maintenant, pour pouvoir étudier des œuvres en fait in situ et éviter de prélever un morceau d'échantillon sur l'œuvre. Quelles étaient les recettes utilisées par les teinturiers du XVIIIe siècle? Les scientifiques cherchent la nature des colorants employés, mais également la nature des mordants. Ce sont les composés comme l'étain ou l'alun qui permettent de fixer le colorant sur la fibre. Pour tenter de remonter le fil de l'histoire de cette tapisserie, Aurélie Mounier et son équipe vont utiliser la lumière pour analyser l'œuvre. Disons que nous, on s'est équipé avec des appareils portables, des caméras hyperspectrales. Ça a été développé par la NASA, donc ça existe depuis les années 90. Et c'est appliqué dans le domaine de l'art depuis les années 2000 à peu près. Et là, tout récemment, il y a des caméras vraiment portables. Parce qu'avant, c'était quand même des gros systèmes assez lourds qui pouvaient rester qu'en laboratoire. Donc là, on les a rendus transportables, ce qui nous permet, nous, d'aller étudier les œuvres dans les musées. Chaque passage de la caméra hyperspectrale produit non pas une image, mais une série de spectres pour chaque pixel. Un spectre, c'est la courbe qui décrit la réflectance du matériau en fonction de la longueur d'onde. Une zone rouge va beaucoup refléter dans les longueurs d'onde correspondant au rouge par exemple, et peu refléter dans le bleu. Et certains matériaux produisent des spectres très reconnaissables. Les scientifiques cherchent ainsi, au sein de ces courbes, les signatures des composés chimiques utilisés dans l'élaboration de la recette. Et on va pouvoir analyser les spectres et tenter d'identifier les colorants employés en comparant les spectres obtenus sur l'œuvre avec les spectres de notre base de données. Cette base de données de référence est composée de spectres obtenus sur des petits carrés de tissu teintés selon des centaines de recettes de teinture différentes et potentiellement utilisées à l'époque. Enfin, cette base de données sera composée de ces centaines de spectres. Pour l'instant, ces données sont en cours de constitution. Et vu que ces physico-chimistes ne sont pas, en plus des teinturières, direction Bruxelles, dans l'atelier d'une des rares spécialistes européennes des teintures naturelles. C'est elle qui produira tous les échantillons du programme de recherche. Je m'appelle Charlotte Marambert et je suis designer textile teinturière, spécialisée en teinture végétale. Aujourd'hui, elle travaille entre autres sur l'indigo, un colorant bleu très utilisé à l'époque. Si certains échantillons sont relativement faciles à réaliser, d'autres le sont moins, surtout lorsque les ingrédients sont introuvables aujourd'hui. Donc, par exemple, pour le projet ici, il y avait beaucoup de teintures qui étaient faites à base de cératules des teinturiers et j'ai cultivé moi-même les plants de cératules pour pouvoir teindre avec. Mais plus que les ingrédients, parfois ce qui manque, c'est la recette même utilisée par les teinturiers de l'époque. Souvent, les teinturiers n'étaient pas capables d'écrire ou de
compiler leurs recettes. Et donc c'était des personnes plus intellectuelles qui venaient observer et écrire sur les protocoles de teinture. Donc il y a parfois des oublis, des choses que les teinturiers font sans que ce soit forcément notifié ou remarqué par celui qui écrit les protocoles. Donc il y a eu des pertes dans les recettes et c'est grâce à l'expérience qu'on peut se rendre compte qu'il y a des manquements ou il y a des erreurs et il s'agit aussi de corriger ces choses-là pour être le plus juste possible dans les résultats. Tous les précieux échantillons produits dans cet atelier sont ensuite envoyés par la poste à l'Institut de recherche sur les archéomatériaux de Bordeaux. C'est ici que les bandelettes colorées sont analysées, que les spectres sont réalisés et que la base de données est enrichie. Chaque échantillon est analysé avec les mêmes instruments que ceux utilisés sur les tapisseries d'Aubusson. Et dans les centaines de spectres réalisés sur ces bouts de tissu, les chercheuses espèrent retrouver les mêmes signatures spectrales que celles obtenues sur les tapisseries du XVIIIe siècle. Et ce, pour toutes les couleurs étudiées. Je m'appelle Hortense Delacodre, je suis doctorante en physique des archéomatériaux et je travaille sur l'analyse des tapisseries d'Aubusson. En déclinant les différentes proportions dans les recettes, ça va nous permettre de voir l'influence d'un mordant ou du pourcentage de colorant sur les spectres, mais aussi sur la couleur, sur la tenue de la couleur, sur la vitesse de dégradation, ce genre de choses. L'équipe étudie en parallèle les effets du vieillissement sur les fibres naturelles de laine ou de soie et sur les pigments utilisés dans les teintures. Ces travaux, au croisement de la chimie, de la physique, de l'histoire, éclaireront nos connaissances sur les teintures du XVIIIe siècle. Ils déboucheront également sur une restitution numérique des couleurs originales des tapisseries étudiées. De quoi permettre aux visiteurs du musée de remonter le temps et aussi de guider la restauration de ces tapisseries anciennes afin qu'elles puissent continuer de traverser les siècles.